L'entrepreneuriat, ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est une passion qui sert à faire évoluer la société, à rendre le monde meilleur et inclusif. Parce que je crois fermement que l'entrepreneuriat peut être un catalyseur de changement positif pour tous, explorons-le ensemble avec un regard particulier. Ensemble, mettons en lumière celles et ceux qui œuvrent pour un impact positif dans la vie des personnes en situation de handicap et pour la société. Vous êtes prêts à découvrir des histoires inspirantes ? C'est parti ? Salut, c'est Maxime du Média en Lumière. Bienvenue sur ce 3e épisode du podcast où j'ai plaisir à accueillir Amou Bouakaz, un homme difficile à décrire finalement, puisqu'il a touché à tout dans sa vie, que ce soit le monde associatif, le monde plus entreprise. C'est également un entrepreneur, un conférencier, il est notamment intervenu sur TEDx. Donc le mieux, c'est que je te laisse écouter cet épisode, le découvrir, et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé. Bonne écoute. Écoute, salut Amou, merci d'avoir accepté cette invitation pour participer au podcast en lumière. C'est avec plaisir. Un aveugle dans la lumière, pour une fois, ça va changer. C'est très bien dit. Écoute, est-ce que tu peux commencer par te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Écoute, j'ai 60 ans, j'ai 3 enfants. Je suis né en Algérie, aveugle de naissance. Donc, je me définis soit comme un troubadour de l'altérité, soit comme un aveugle arabe et homme politique. Alors, je dirais maintenant, c'est pas forcément homme politique, mais c'est un petit peu leader d'opinion. Et donc, j'ai fait un bac, ensuite une école d'ingénieur. Et j'ai fait 13 ans dans la banque, 13 ans dans la politique et le conseil aux politiques. Et là, je suis à une bonne quinzaine d'années dans le consulting autour de la déconstruction des préjugés et puis du conseil aux entreprises sur la manière de recruter de manière diversitaire et d'avoir aussi une vision inclusive de leurs produits et de leurs process. Et donc j'ai aussi une panoplie de formations et de conférences que je donne à qui veut bien me les acheter. Ok, très bien. Et qu'est-ce qui t'a amené à faire tout ça? C'est quoi déjà ton parcours niveau scolaire pour en revenir rapidement sur ça? Bon, donc j'ai fait quelques années dans l'école spécialisée et je ne suis pas du tout un adversaire du système spécialisé, on en reparlera peut-être. Je fais donc jusqu'au collège, d'abord à Saint-Mandé puis à l'Institut national des jeunes aveugles. Et ensuite, je suis allé dans un lycée qui s'appelle le lycée Duruy, qui était juste à côté de l'Institut, où j'ai côtoyé des gens comme Jean-François Copé, des gens voilà, qui ont des destins assez hors du commun. Hein. Bon. Ensuite, j'ai fait prépa à la fac et puis l'école d'ingénieur, Télécom Paris, donc d'où je suis sorti à 24 ans. Et ensuite, je suis rentré au Crédit Lyonnais, où j'ai d'abord commencé par faire de l'informatique, ensuite faire du trading, et puis j'ai fait un peu de la gestion de flux. J'ai un peu aidé les entreprises à gérer leur trésorerie. Et à ce moment-là, je me suis retrouvé, parce que j'ai toujours été un militant associatif depuis que j'ai l'âge de 14-15 ans, toujours été un étonné de notre incapacité à faire universel. Donc j'ai toujours milité pour plus d'universalisme. J'exprimais pas forcément ça comme ça, mais depuis que j'avais l'âge de 15 ans, j'étais sûr que la vie, c'était comme les livres et que c'était la marge qui éclairait la page et que donc, il fallait ouvrir la norme à la marge. Donc, ce militantisme m'a entraîné à beaucoup militer dans les organisations de défense des personnes handicapées, des personnes d'origine étrangère. Et donc, à ce moment-là, vers 35 ans, j'ai eu l'opportunité d'être le responsable du projet d'appropriation de l'euro par les déficients visuels. Et du coup, au lieu de faire quelque chose de classique, des formations en présentiel, j'ai en fait bâti un système de formation avec des copains qui utilisaient notre handicap comme levier de performance. En fait, j'ai inventé Zoom, sauf qu'on n'avait pas les moyens de Zoom ou de Google Meet. C'est-à-dire que j'ai fait des énormes conférences téléphoniques à 5000 personnes. Du coup, quand vous avez 5000 personnes connectées, les ministres sont intéressés. Du coup, cette formation a été un grand levier de médiatisation sur les personnes handicapées visuelles, non pas comme demanderesses de soutien ou d'aide, mais comme capables d'inventer un processus de formation qui tient compte du fait que une personne aveugle n'a pas besoin de voir son professeur pour qu'il lui donne cours. Et donc,
en 99-2000, c'était extrêmement innovant. Je ne savais pas que j'allais tout simplement inventer, n'est-ce pas, le monde moderne. Rien que ça. Et donc, bah oui, il faut se hausser un peu du col, sinon, tu vois, il faut qu'on se... Bien sûr. Voilà. Donc, du coup, à ce moment-là, j'ai eu l'opportunité de rencontrer le staff de Bertrand Delanoë. Je ne sais pas quelle sottise j'ai dit à un meeting où il m'avait demandé de parler, mais ça lui a plu. Et du coup, je suis devenu son collaborateur, chargé de tout un tas de sujets, dont l'inclusion des personnes handicapées à la vie de la cité, et puis d'autres sujets sur lesquels on reviendra peut-être, mais plus en lien avec l'inclusion des personnes de culture musulmane dans la ville, d'autres sujets périphériques. Et ensuite de ça, j'ai été élu conseiller de Paris et le maire m'a confié une délégation. C'était la délégation sur les associations et la démocratie locale. Et puis, les vicissitudes de la politique font que j'ai eu un peu moins de responsabilité à partir de 2014. Et donc, j'avais commencé à développer ma petite boîte de consulting, mais je lui ai donné un peu plus de relief à partir de 2014. Et puis, donc, en 2020, j'ai pris la présidence de HOP Entrepreneur, qui est l'association qui promeut, qui éclaire, qui soutient les entrepreneurs handicapés à tous les stades de leur entreprise. Ouais. Je suis déjà beaucoup trop long. Hein. Non, mais c'est intéressant. Et puis, on reviendra sur certains points, de toute façon, un peu après. Justement, j'avais noté effectivement tes nombreuses responsabilités dans des associations. Donc, tu nous dis que tu finis tes études à 24 ans, puis tu deviens trader. Est-ce que déjà à ce moment-là, et même un peu avant, tu avais une vie, si je peux dire, associative, ou est-ce que tu as vraiment commencé après Non, en fait, depuis l'âge de 13-14 ans, j'avais une idée assez précise de ce que je voulais faire. Ok. J'étais quelqu'un qui pensait que, à tort ou à raison, il avait un verbe et une envie de transmettre, et que, après avoir été délégué de classe, j'ai créé une première association qui s'appelait le Comité pour l'information du premier cycle, qui consistait à se faire dicter des articles de journaux de la presse de gauche et à les mettre sur un tableau d'affichage en braille pour que les aveugles puissent les lire. Parce qu'à l'époque, évidemment, on n'avait pas Internet, donc on n'avait pas accès à la presse. Et à tort ou à raison, je crois que beaucoup de gens le pensaient, que avant l'arrivée de Mitterrand au pouvoir, la presse était quand même un peu orientée à droite, du côté libéral. Donc, c'était ma première action. Ensuite, j'ai milité dans les organisations de jeunesse, plutôt proche du PCF. Et en même temps, j'ai milité dans les associations de déficients visuels pour, pareil, à faire en sorte que les personnes aveugles trouvent leur place dans la société. Et donc, c'est mon premier engagement. Et donc, même quand j'étais trader, par exemple, j'étais à la fois trader et délégué du personnel CGT. C'est vous dire l'amplitude et l'élasticité du bonhomme. En effet, ouais, j'ai bien noté ce côté multicasquette que tu as pu avoir durant toute ta carrière. Et donc finalement, ce côté associatif, ça t'a suivi, mais ça te suit même encore aujourd'hui, où tu es encore membre de nombreuses associations. Oui, en fait, l'engagement, c'est un truc que tu as et que tu ne quittes qu'à la fin de ta vie. Hein, donc moi, je serai toujours un homme engagé. Est-ce que je serai toujours un dirigeant associatif ? J'espère bien que je transmettrai. D'ailleurs, à HOP, je vais transmettre dans cette année-ci. Mais j'ai repris d'autres responsabilités dans des associations qui soutiennent l'inclusion des migrants en France. Donc voilà, il y a des causes auxquelles je suis viscéralement attaché. Je crois que la France a un message à transmettre au monde, et ce message, il reste neuf, à condition qu'il y ait des gens pour le porter. La France, c'est un pays qui a une force de conviction, une force de propagation d'idées qui reste neuve. La laïcité, le modèle universel, une forme de brassage qui fait qu'on construit une société singulière, une société qui nous englobe tous. Finalement, la France, depuis 1500 ans, c'est une machine à recycler ce que le monde a de meilleur. Et donc, à chaque fois qu'on est un peu
arc-bouté, qu'on est un peu dans la peur, eh ben, la France dégénère. La régénération de la France, c'est très souvent ces nouveaux arrivants ou les arrivants dont on n'a pas forcément assez tenu compte. Par exemple, les femmes françaises ont joué un rôle très important dans le XXe siècle. Je pense que les handicapés français joueront un rôle très important dans le siècle qui vient. Les migrants français ont sauvé la patrie au début du XXe siècle. La France aurait pu mourir à Verdun. Bon, c'est l'apport de ces coloniaux qui aujourd'hui sont devenus indépendants qui a sauvé la France. Et les migrants sont probablement ceux qui vont régénérer, contrairement à ce qu'on croit, la France future. Au fond, c'est pas le sang français qui est essentiel, c'est la manière, l'art d'être français qui est important. Et donc, dans l'art d'être français, il y a cette idée que chacun a une place dans le modèle français pour peu qu'il s'inclue dans le modèle assez souple de règles qui régissent l'espace public pour qu'on vive tous ensemble. Ok, merci pour ce beau message qui sera, je l'espère, bien entendu. Euh, alors, rapidement, justement, le monde associatif en France, comment tu le vois? Est-ce que tu trouves que les Français, on est assez impliqués dans ce milieu associatif? Je sais que, par exemple, dans les entreprises, de plus en plus, les employés demandent à ce qu'une entreprise ait plus d'impact, notamment, ce mot impact aussi qui revient. Comment tu le vois aujourd'hui, ce milieu associatif? On peut prendre ça par plein de facettes. Ce monde associatif a des directions très vieillissantes et il y a des mutations dans le bénévolat. Il y a plus de 20 millions de Français qui sont bénévoles, mais le bénévolat est en mutation. C'est fini le temps où des gens s'engageaient corps et âme toute leur vie et donnaient tout leur temps à une association. Aujourd'hui, les jeunes sont très engagés, très motivés, mais ils veulent, entre guillemets, avoir un retour sur investissement, non pas économique, mais de gratification peut-être morale, d'être bien dans leur basket avec les engagements qu'ils prennent. Donc, il faut que le cadre associatif évolue. Il faut probablement qu'il y ait plus d'administrateurs indemnisés qu'il n'y en avait avant. Les contraintes et les critères que demande l'administration font que les petites associations ont de plus en plus de mal à vivre. Et donc, il y a une mutation du panorama associatif. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une forme d'hybridation entre l'entreprise et l'association. D'ailleurs, l'économie sociale et solidaire, c'est un peu ça. Et donc, ça va être intéressant d'observer comment notre modèle associatif, qui a plus de 120 ans et qui a été, je crois, précurseur, survit aux contraintes des normes, aux contraintes économiques, aussi à des évolutions dont je vous parlais tout à l'heure, en vous disant que les gens, ils ont peut-être 1 heure à donner et pas plus. Et il faut donc densifier l'heure qu'ils donnent à leur engagement associatif. Oui, c'est un peu ça, notamment. Alors, j'ai plus en tête le nom de ces initiatives, mais justement, il y en a qui proposent exactement ce que tu dis, de proposer ne serait-ce qu'1 heure de son temps pour un échange de compétences. Il y a plein de plateformes qui Ouais, bien sûr. vivent sur ce modèle-là. Et moi, je crois beaucoup, en fait, à la générosité d'argent, générosité de temps. Je crois que on fait peur aux gens, donc on les rend égoïstes. Mais dès qu'ils ont tâté un tout petit peu de l'altruisme, c'est pour toujours. Parce que je pense que les gens, ils ont tous le même besoin. Ils veulent monter dans leur propre échelle de valeur. Et tu ne peux pas monter dans ta propre échelle de valeur autrement qu'en donnant aux autres. Si tu te donnes à toi-même, tu te recroquevilles. Même les plus riches d'entre nous, qui pourraient tout à fait s'imaginer vivre dans leur cocon, ils ont besoin, eux aussi, de donner du temps, de donner de l'énergie, de donner de l'argent pour avoir ce sentiment d'utilité qui est bien plus important que le sentiment de richesse ou de puissance. Ok.
Donc à côté de ça, bon, tu l'as déjà évoqué, mais tu as aussi une vie, en tout cas, tu as une vie politique, slash, en tout cas, leader d'opinion. Comment ça t'est venu cette opportunité? Est-ce que tu as toujours cherché, tu as toujours voulu finalement entrer un peu dans la politique, si je peux dire? Est-ce que c'est venu à toi, puis tu as pris la perche qu'on t'a tendue? Et pourquoi tu as voulu Un y peu aller? les deux. Un peu les deux. Il se trouve que dès l'enfance, j'avais cette envie d'exprimer un leadership dans une forme d'expression d'idées, de projets. Bon. Donc, très jeune, j'ai bien compris que si vous vous occupiez pas de la politique, c'est elle qui s'occuperait de vous. Donc, j'allais dire presque génétiquement, je me suis senti attiré par la gauche, puisque j'étais issu d'un milieu social très pauvre, issu, et c'est assez important, d'une culture d'un pays qui était anciennement colonisé, donc qui avait une sorte de tiers-mondisme un peu mythique dans, dans la geste qu'on me racontait quand j'étais plus petit. Et j'ai toujours été passionné par l'histoire, passionné par le pouvoir, passionné par la manière dont on organise une société. Et donc, dès que j'ai eu l'opportunité, je me suis intéressé à la chose publique. Et mes premiers combats, par exemple, c'était des combats contre la drogue. Et à l'époque, c'était le Parti communiste qui les menait. Et j'ai aussi mené très tôt des combats contre l'intégrisme, en prenant des positions qui paraîtraient aujourd'hui totalement décalées, puisque je m'enorgueillis d'avoir soutenu l'intervention soviétique en Afghanistan. C'était 40 ans après probablement une erreur, parce qu'en fait on ne peut pas faire le bonheur des gens contre leur gré. Mais je reste persuadé que le rôle des Américains et le rôle de l'Occident dans la manipulation de l'intégrisme musulman pour se débarrasser des soviétiques a été pernicieux. Bien sûr, on voit la médaille, on voit l'explosion du mur de Berlin, on voit la libération de ce glacis qu'ont dû supporter des centaines de millions de personnes, mais le dégât collatéral de cette lèpre qu'est l'intégrisme musulman, ou l'intégrisme d'ailleurs d'autres religions, ce sont des dégâts qui vont nous perturber encore pendant des années. Et donc, voilà, j'ai toujours été un militant. Et donc, dès que la chose publique a pu s'approcher de moi, j'ai soit aidé des copains à être élus, soit au moment où c'était possible, j'ai conseillé quelqu'un dont je pensais qu'il avait à la fois les idées, mais aussi le caractère qui me permettrait de lui être utile, à savoir Bertrand Delanoë, qui est un manager public et un maire qui, je crois, a laissé un souvenir très fort à une très grande majorité de Parisiens, y compris même des Parisiens qui n'ont jamais voté pour lui. Ok. Et donc là, aujourd'hui, tu as encore un rôle politique, ou tu t'es un petit peu éloigné? Non, disons que je suis macroniste d'atmosphère. C'est-à-dire que j'ai soutenu Macron, mais comment dire, le pli qu'il a pris sur certains sujets m'a conduit à prendre une forme de recul. Et donc, je suis persuadé qu'il faut libérer l'économie, qu'il faut déboucher tout un tas de canalisations, simplifier les normes, mais je ne crois pas beaucoup au premier de cordée, et j'aimerais bien que on augmente les contributions sociales des plus riches pour que notre modèle social continue d'être performant, même si je souhaite aussi qu'on soit extrêmement rigoureux sur la manière dont on dépense l'argent pour le social, et que, par exemple, en matière de politique du handicap, je dis des choses très iconoclastes. Ok. Bah justement, parlons alors après handicap, et même plus global. Hein, tu as aussi un peu une autre casquette, alors où tu es président de HUP Entrepreneur. Bon, on en reviendra après. Mais du coup, dans le cadre de mes recherches, évidemment, sur toi, je suis tombé sur ton blog. Alors, je sais pas s'il est encore à jour, mais en tout Il cas, aimerait bien être à jour le jour où ouais, j'arriverai à reprendre les accès de mon site. d'accord. Promis, j'envoie des messages, mais là, je galère un peu. Ok, bon, en tout cas, Mais il y a une phrase qui a retenu mon attention. Alors, je te cite, c'est: «J'ai pu être l'un des rares élus français porteurs de handicap.
Cette différence est un levier de performance. Je suis persuadé que le handicap fait avancer la société et augmente le champ des possibles. Donc, fin de citation. Alors, c'est vraiment quelque chose sur lequel, depuis que j'ai lancé ce média, je me rends bien compte. Et c'est d'ailleurs un des sujets que j'aborde assez souvent ces derniers temps. Alors, est-ce que tu penses que le handicap, effectivement, c'est une source d'innovation et de créativité pour la société et comment? Je suis même persuadé que sans handicap, il n'y a pas de vie, en fait. Ok. C'est-à-dire que depuis l'Antiquité, quand tu regardes comment se sont construits les gestes civilisationnels des grandes civilisations, les grands récits mythiques, mythologiques, il y a toujours du handicap dedans. Toujours du handicap, et ce handicap, il est soit signe de malédiction, soit signe de surperformance. Donc, déjà, on sait que ce qui caractérise la civilisation humaine, je parle sous le contrôle d'ethnologues, d'éthologues qui seront peut-être plus compétents que moi, mais ce que j'en ai compris, moi, c'est qu'au fond, ce qui caractérise l'homme par rapport à l'animal, c'est que l'homme accepte que le faible survive. Ça, c'est première étape. Et la Constitution suisse, par exemple, elle dit carrément, on reconnaît le degré de civilisation d'une société à la manière dont elle traite le plus vulnérable d'entre ses membres. Donc, on est là vraiment dans quelque chose de central et de civilisationnel. Après, sur le plan des performances, on voit bien que quasiment toutes les technologies ont eu comme fait générateur un manque ou une atténuation de performance. Il n'y a pas de télécommande s'il n'y a pas un type en fauteuil roulant qui va voir son marchand de télé et qui lui dit c'est galère de changer les chaînes. Il n'y a pas de scanner s'il n'y a pas un aveugle qui va voir Kurzweil de chez Xerox et qui lui dit je ne peux pas lire les papiers dactylographiés, il faut que tu me trouves une solution. Il n'y a pas de SMS si on ne veut pas donner l'accès des téléphones aux sourds. Graham Bell travaillait dans un laboratoire pour sourds. Quand il a inventé le téléphone, son idée, c'était de trouver une solution pour permettre aux sourds de mieux comprendre ce qui était dit par les entendants. Donc, je pourrais vous citer mais des dizaines et des dizaines d'inventions qui ont comme fait générateur le handicap. Parce qu'en fait, une personne handicapée, c'est une personne ordinaire, feignante. C'est une personne ordinaire qui voudrait vivre la même vie que les autres, avec un sens, deux sens, trois sens en moins. Et donc, c'est un centre de recherche ambulant. Et Steve Jobs l'a parfaitement compris. Aujourd'hui, moi, j'ai des aides techniques, toujours, mais mon aide technique essentielle, c'est mon téléphone. Parce qu'il a été tellement bien conçu qu'en fait, toutes les applications sont utilisables par un aveugle. Et donc, ce téléphone accroît tous les jours mon autonomie. Donc voilà, je boucle la boucle, je vais de l'Antiquité jusqu'à Steve Jobs. C'est effectivement une belle boucle, mais c'est vrai que c'était une belle avancée à ce moment-là. Euh, et du coup, donc en ce moment, tu es président aussi de HUP Entrepreneur, donc pour faire le lien avec innovation, entrepreneuriat. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi HUP? HUP, c'est 20 salariés. C'est vraiment des gens archi motivés qui sont complètement focus sur l'aide à la création d'entreprises et à la vie des entreprises euh, pour les personnes handicapées. L'idée, c'est d'éclairer le chemin, c'est à n'importe quel moment de la maturité du projet d'entreprise, c'est de donner les bons outils. Alors ça peut être aider à l'idéation, c'est-à-dire vraiment vérifier qu'on est bien dans un projet qui peut trouver son marché, s'exprimer. Ensuite, on peut mobiliser des experts bénévoles pour donner un coup de main ponctuel au moment de, de l'étude de marché, du plan de financement, de la réflexion sur les moyens informatiques ou techniques. Bon. Et puis après, on a une vingtaine d'entrepreneurs qu'on va accompagner de manière plus assidue sur 6 mois dans une sorte d'académie dans laquelle on va leur donner tout un tas d'outils pour booster leur projet entrepreneurial. Puis après, on a un programme qui monte en puissance, qui est un programme sur l'entrepreneuriat pour les gens dans la deuxième partie de leur vie professionnelle. Quand les entreprises commencent à se dire « wow, ça va pas le faire, il va falloir qu'on se quitte », ou on va vous accompagner pour créer votre entreprise parce que
vous n'avez pas forcément la possibilité d'avoir une carrière stimulante chez nous. Donc, on accompagne à peu près 700 personnes par an. On est dans un changement d'échelle, puisqu'on a été lauréat de La France s'engage, une fondation qui nous a aidés à accélérer. Et on accompagne aussi tous les grands réseaux de création d'entreprises pour qu'ils s'acculturent à la gestion du public en situation de handicap. On a plusieurs régions qui fonctionnent. On vient d'inaugurer une antenne à Marseille. On a une antenne à Lille, on a une antenne à Strasbourg, on a une antenne en Bretagne. Et donc, on continue de se déployer. On va bientôt ouvrir en Nouvelle-Aquitaine. Et donc, voilà, on a énormément de boulot parce qu'en fait, il y a plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs en situation de handicap. Il y a aussi plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs qui ne sont pas en situation de handicap, mais qui deviennent handicapés au cours de leur carrière d'entrepreneur et pour lesquels il faut trouver des solutions parce que sinon les entreprises se cassent la figure. Donc on voudrait aussi adresser ce public. Et tous les ans, on fait une cérémonie de remise de trophées pour un petit peu mettre en valeur ces entrepreneurs handicapés qui ont de très belles idées, qui créent des pépites. Alors, pas dire que nos entrepreneurs roulent sur l'or, mais ils font quelque chose de beaucoup plus vital. C'est qu'ils créent de la valeur et ils refusent de n'être dépendants que du système allocataire français, qui est la meilleure des choses et qui est peut-être la pire. Ouais, c'est clair. Et ces porteurs de projets, c'est des projets en lien avec le handicap ou pas forcément en fait? Juste du moment que c'est un projet entrepreneurial, on peut... Je dirais il y a 30-40% en lien avec le handicap. Le reste, Ok, c'est des gens qui font du rhum, c'est des gens qui font des voiliers, c'est des gens qui font très divers. salons d'esthétique, il y a tout ce que vous voulez. Il y a un resto, il y a plein de gens avec des idées très différentes. Et du coup, ouais, tu disais qu'il y avait pas mal d'antennes qui commençaient à s'ouvrir. On vient d'inaugurer Marseille, là, il n'y a pas longtemps. Ok. Et donc ça veut dire que ces dernières années, tu as senti qu'il y avait de plus en plus d'entrepreneurs qui venaient ou est-ce que c'est parce que l'accès à l'information est plus simple? Déjà, il y a plus d'entrepreneurs ordinaires. Depuis le lancement des auto-entreprises, il y a un mouvement inexorable vers la création d'entreprises. C'est une bonne et une mauvaise chose. Il y en a qui sont des entrepreneurs contraints. Il faut être lucide. Mais du coup, beaucoup de personnes handicapées se disent que pour que leur handicap soit accepté, vaut mieux qu'ils soient les patrons. Parce que comme c'est eux qui fixent les règles, du coup, ça évite des difficultés dans des contextes qui ne sont pas forcément dits accueillants. Donc c'est très tentant de créer sa boîte quand vous avez vous-même une situation particulière à gérer. Donc l'entreprise, ça peut être un super levier pour une personne, par exemple, qui voudrait pouvoir s'organiser de manière individuelle, travailler quand elle peut, quand elle veut. Vous voyez. Donc ça c'est l'entrepreneuriat, c'est bon pour ça. Ok. Merci pour ces infos. Alors, on arrive un petit peu sur la fin. Je voulais voir, et c'est quoi tes actualités du coup cette année? Est-ce que tu as d'autres postes à venir? Est-ce que toi-même tu crées peut-être un projet? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur cette année 2024 pour toi? Moi, mon actu, c'est surtout de faire les deux choses que j'aimerais faire dans ma dernière partie de vie. C'est dire du bien des autres et transmettre. Donc c'est ça à quoi je vais occuper mon temps. C'est-à-dire aider des pépites à éclore et puis transmettre, faire en sorte de parler avec beaucoup de jeunes pour que ces jeunes reprennent le flambeau, améliorent, challenge ce que nous avons fait et pour que justement le militantisme continue de vivre. Donc là, je viens de prendre la présidence d'une association qui fait de l'interprétariat pour les migrants. Ça va m'occuper. Je continue d'être consultant. Je suis associé avec 2 autres personnes et on fait des MOOC pour déconstruire les préjugés. On a un MOOC qui s'appelle Zest, qui marche très bien, qui
déconstruit les préjugés en matière de handicap. Et puis on va créer d'autres formats sur le fait religieux, sur la sobriété. Et je m'intéresse aussi à la pratique sportive pour les personnes handicapées. On est en train de sortir une boîte qui va avoir pour but de euh, prendre des sportifs de haut niveau et de leur proposer de se reconvertir en faisant du coaching sportif pour des personnes handicapées qui ont besoin de faire du sport pour garder de l'autonomie, pour justement sentir leur corps dans l'espace. Donc voilà, ça fait partie des projets que je suis en train de pousser. Ok, donc tu continues quand même sur ta lancée un peu hyperactif, si je peux dire, avec toujours ce besoin d'engagement et Ouais, bah, d'impact au quotidien. je pense pas qu'en fait je puisse passer ma vie juste à être contemplatif. C'est pas que j'aime pas lire, au contraire, j'aime bien lire. Je lis une page de poésie le matin et une page de poésie le soir. C'est vital. Mais je pense pas pouvoir vivre une vie où je serais complètement hors des engagements. Je pense que ça serait le signe que ça va pas bien. J'ai besoin de sentir le cœur du monde battre, mais peut-être plus en retrait, peut-être moins dans les premiers rôles, sauf si opportunité. Bien sûr, ouais, je comprends. Euh, bon, c'était censé être la dernière question, mais c'est vrai que tu parles un petit peu de sport. Très rapidement, les Jeux paralympiques, est-ce que tu penses qu'on est prêt? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire? Comment tu les vois là, pour l'instant, ces Jeux paralympiques? Je pense que c'est pas le problème. Ouais. Je pense que c'est comme tout, c'est un événement qui est neutre, donc c'est à nous d'en faire un événement positif. Donc Mhm. probablement que pour ceux qui ont comme tâche de les faire advenir, il y a du stress, probablement que ça va pas être parfait, probablement que ça va être moins bien que ça aurait pu être, mais moi j'ai envie d'y voir l'opportunité de faire briller la France, de faire briller les sportifs, et puis peut-être qu'on en tirera des leçons après pour améliorer un certain nombre de choses qui continueraient de ne pas être parfaites. Mais vraiment, je pense que maintenant, c'est devant nous. On a, je ne vous dirai même pas ce que j'en ai pensé avant. On peut être contre, on peut être pour. Aujourd'hui, on est dans la dynamique. Et il faut vraiment qu'on arrête de faire du French bashing. On doit être tous unis, puis on fera les comptes après. Ouais, ok, c'est un beau message, effectivement. C'est vrai qu'on D'autant que attend. le chef de mission, Michael Jérémiaz, est Oui. un ami proche. Donc je veux vraiment qu'il se focalise uniquement sur le positif et qu'il n'ait pas l'impression d'être lesté par le poids de toutes les colères des uns et des autres. Mm. Voilà. On verra bien, mais moi je veux tout mettre en œuvre pour, à mon petit niveau, faire en sorte que ça se passe bien. Ouais, ok, donc bon, quand même du positif Toujours. à Parce que tu sais, retenir, mais c'est important, t'as le raison. négatif, ça sert à rien. Oui, et Enfin, puis je veux ça, dire, tu vois, euh, il faut toujours se dire que si tu peux pas contribuer positivement à quelque chose, écarte-toi. Laisse les autres faire. Parce que contribuer négativement, ça, c'est très facile, tout le monde peut le faire. ouais, c'est assez Donc, facile. contribuer Surtout positivement, avec les ça réseaux. peut être aussi faire de la satire, faire de l'humour. Ça, c'est pas négatif. Typiquement, j'ai fait un irritant parce que j'en ai marre que les stations de métro soient pas annoncées. Bon, ben, je l'ai pas fait de façon négative. J'ai fait une petite vidéo pour montrer que, bah, coucou, qu'est-ce que vous faites à la RATP? C'est pas très très compliqué, ça coûterait même pas. Je pense pour 100 000 euros, on peut rendre toutes les stations accessibles. Et on le fait pas, donc c'est un peu gonflant ça. Mais je j'ai pas envie de protester en engueulant la RATP, j'ai envie de leur dire coucou. C'est vachement facile. Soyez pas la risée du monde. Ouais, je comprends. Bah écoute, c'est un beau message, effectivement, de le prendre Voilà. de façon plus positive et D'ailleurs, d'essayer on a une d'arrondir les angles. conférence le 12 mars à la Maison de la Radio sur ces questions. J'espère que. Ok, bah, le message est passé. Voilà. Ça marche. Bah écoute, merci beaucoup, Amour. On arrive sur la fin, on est pris par le temps, malheureusement, même si j'avais encore pas mal de questions, mais bon, peut-être à l'occasion d'un futur épisode. Bah, si on a quelques auditeurs, je reviendrai. Bah, écoute, je l'espère, je te tiendrai au courant en tout cas. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée, puis je te dis à très vite. Merci à toi.